Tout d'abord, pour l'offre et la demande de maïs aux États-Unis, on peut voir que essentiellement, il y a beaucoup de chiffres là, à regarder dans le tableau, mais ce sur quoi je veux porter votre attention, c'est sur le niveau là, du rendement aux États-Unis qui est prévu pour 2020. Donc, en août dernier, l'USDA a rehaussé le rendement du maïs pour l'amener à 181,8 boisseaux à l'acre, ce qui est un record. Donc, essentiellement, ce qu'on peut s'attendre aux États-Unis, c'est qu'il y ait une offre abondante de grains. Et on peut voir là, que au niveau de la demande, on peut voir que l'USDA estime un redressement au niveau de la consommation en éthanol et des exportations, mais on va analyser plus précisément chacun de ces postes-là. Attendez. Donc, au niveau de la consommation en éthanol, on peut voir que pour l'évolution de la production, on peut voir que la COVID-19 a eu un impact sur la production en éthanol. Vous l'avez vu dans d'autres webinaires qu'on a donnés ce printemps. On peut voir que la production a chuté d'environ de la moitié. Ensuite, on est revenu à un niveau plus élevé, mais on n'est pas revenu à un niveau normal. Donc, la production aux États-Unis se maintient légèrement au-dessus du 900 000 barils par jour, alors que la production avant la COVID-19 s'établissait au-dessus du 1 million de barils par jour. Donc, on est à peu près à 90 de la production, au niveau de la production, on est à peu près à 90 du niveau normal. Au niveau des exportations, là, vous pouvez voir là, que mon graphique peut sembler un peu bizarre. On a une évolution des semaines. On a des semaines en négatif et des semaines en positif. Donc, pour ce qui est des semaines en négatif, essentiellement, c'est le moment avant la période récolte. Donc, c'est des ventes qui sont faites à l'avance. Et dès qu'on tombe en période positive, donc c'est le moment où l'année récolte devient la présente année récolte. Donc, on peut voir que pour 2019-2020, les exportations de maïs ont été fortement en dessous de ceux de 2018-2019, ce qui peut être dû au fait tout simplement que la production a été moindre. Pour 2020-2021, on peut voir que oui, effectivement, les exportations sont en avance. Par contre, elles sont relativement semblables à 2018-2019. Néanmoins, elles commencent sur un bon pied et on peut s'attendre à ce que les exportations soient quand même relativement bonnes cette année, notamment dû au fait que les Chinois ont acheté d'importantes quantités de maïs en juillet et continuent de le faire d'ailleurs. Au niveau des contrats à terme, on peut voir l'évolution des prix pour pour le contrat de décembre 2020. Le contrat de décembre, c'est celui qui est pour la nouvelle récolte. Donc, on peut voir qu'en mai, on a eu une certaine stabilisation et on a eu un certain redressement qui est dû au fait là, des aléas climatiques. Par la suite, les prix ont chuté dû au fait que, essentiellement, les conditions de météo aux États-Unis étaient parfaites. Jusqu'à ce qu'il y ait un redressement. Ce redressement qu'on a vu fin juin, début juillet, est dû au fait que les États-Unis, que l'USDA avait corrigé à la baisse les superficies ensemencées de maïs. Par la suite, les bonnes conditions se sont maintenues aux États-Unis. Donc, le prix est revenu relativement au même stade que celui du mois de mai, un plancher d'environ 3,20 $ US le boisseau. Par la suite, au mois d'août, on peut voir qu'on a eu un redressement. Le redressement qui a eu lieu en première partie, c'est dû au fait de la tempête d'Erecho qui a eu pour effet de dévaster les champs aux États-Unis. Et donc, on a eu plusieurs nouvelles là, qui clamaient de chiffres assez élevés. On parlait de 14 millions d'acres pour l'Iowa seulement. Par contre, il faut juste réaliser que c'était un potentiel de dommages éventuels. Donc, les dégâts ne sont pas encore évalués jusqu'à ce jour. Et par la suite, on a une rehausse là, qui peut être entraînée par la hausse du contrat à terme du soya. Mais donc, on va voir ça plus tard. Au niveau de l'offre et la demande du soya, c'est un peu semblable que pour le maïs, c'est-à-dire que l'USDA a mis un rendement record pour la récolte 2020-2021. Donc, on se retrouve quand même avec une offre qui va être abondante en soya. Par contre, les exportations et la trituration est relativement bonne, ce qui fait en sorte que les stocks de report restent relativement semblables à celles de l'an dernier. Évidemment, on ne peut pas parler du soya sans qu'on parle du conflit États-Unis-Chine. En fait, l'évolution du prix du contrat à terme du soya est due, je vous dirais, à 90 du fait de la guerre commerciale. Donc, un petit rappel, il y a des tarifs qui ont été imposés en juillet 2018. Par la suite, il y a eu une phase, dans une première entente, une entente partielle qui a été signée
en janvier 2020 et qui est entré en vigueur en février 2020. Essentiellement, ce que l'entente disait pour le secteur agricole, c'était que la Chine devait acheter 36,5 milliards de produits agricoles américains en 2020 et 43,5 milliards en 2021. Par la suite, on peut voir que essentiellement, les achats chinois ont été relativement tranquilles en 2020, malgré le fait qu'il y a eu une signature de l'entente. Les 6 premiers mois ont été très lents, dû au fait que le Brésil avait d'importantes quantités de soya. Il y avait une récolte record, ou presque, au Brésil à ce moment-là. Par contre, il faut noter aussi que la Chine, lors de la signature, avait dit qu'elle achèterait que la signature de l'entente n'allait pas favoriser les achats de soya américain outre mesure que par le marché. C'est-à-dire que c'est le prix qu'elle allait dicter les lois du marché, qu'elle allait imposer au fait que les acheteurs chinois allaient acheter du soya américain. Donc, c'est pas très positif, mais on peut voir que pour juillet et août, effectivement, le soya américain est devenu plus compétitif que celui du Brésil et donc les Chinois ont acheté de plus en plus de soya américain. Par contre, on a pu voir également que les États-Unis et la Chine ont multiplié le nombre de désaccords qu'ils avaient entre eux. On peut quasiment appeler ça là, un indice Trump, c'est-à-dire que peu importe la façon que le président allait se lever, on ne sait pas sur quel désaccord il allait enchaîner avec la Chine. Mais pour pas s'étaler sur la multitude des enjeux qu'ils ont, on peut voir là, que l'élection aux États-Unis est un des enjeux majeurs, dont la COVID-19. Pourquoi? Parce que le président américain blâme la Chine sur sa mauvaise gestion de la crise, et ce qui fait en sorte là, que les relations sont de plus en plus tendues. On a pu voir également que l'enjeu d'Hong Kong a été très important au niveau des relations entre les deux pays, et également là, tout ce qui est de la contestation de la mer de Chine méridionale là, qui augmente les conflits. Mais bref, essentiellement, on peut voir que la Chine était toujours le plus grand importateur de soya dans le monde, mais que la peste porcine africaine avait grandement affecté ses importations de soya. Et on peut voir que l'USDA estime que la Chine va revenir à un niveau normal et ils vont importer pour 2019-2020 98 millions de tonnes de soya et pour 2020-2021 99 millions de tonnes. Au niveau des exportations, c'est un constat relativement semblable à celui du maïs, c'est-à-dire que mais en moins de proportion, c'est-à-dire que pour 2019-2020, on peut voir que les exportations sont en retard, mais pas tant que ça par rapport à 2018-2019, et que pour 2020-2021, les achats qui sont faits présentement sont relativement forts. Là. Donc, on est vraiment à un rythme vraiment plus élevé que les dernières années. Au niveau du contrat à terme, on peut voir que les remous ont été moins importants que pour le maïs. On peut voir qu'en mois de mai, on a commencé à un niveau relativement autour de 8,50 $ US le boisseau. Et qu'au mois de juin, on avait des échos comme quoi que la Chine allait revenir sur le marché du soya. Et on peut voir que pour juillet, les Chinois ont effectivement acheté du soya américain, mais l'indice sur les prix n'a pas été, il n'y a pas eu une emballée au niveau sur les marchés. Donc, on peut voir qu'il y a une certaine résistance à partir de 9 $ US le boisseau, c'est-à-dire que le marché avait de la difficulté à dépasser le 9 $ sur le contrat à terme de novembre. Par contre, on peut voir qu'à partir du mois d'août, là, le prix s'est emballé. On peut voir même qu'il y a une certaine envolée des prix à partir de la mi-août. Donc, ça, c'est dû au fait qu'il y avait une certaine incertitude au niveau de la météo aux États-Unis, mais aussi que les marchés spéculaient sur le fait que la Chine allait acheter de grandes quantités de soya américain. Et par la suite, on peut voir là, que même si la Chine a acheté, les marchés restent relativement stables. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un niveau de spéculation au niveau du prix du soya. Au niveau du marché local, on n'a pas le choix de parler du dollar canadien car ça a une importante influence sur la valeur des prix des grains. Donc, au niveau du dollar canadien, ce qui est relativement étrange ces derniers temps, c'est que le prix la valeur du dollar canadien est en constante augmentation. Et particulièrement à partir du mois d'août, on peut voir là, que le dollar s'est grandement apprécié. Et la raison pour laquelle il s'est apprécié, c'est pas parce que les indices de l'économie canadienne étaient particulièrement positifs, quoi qu'ils ne l'étaient pas. C'est dû au fait que, en fait, c'est nos voisins du Sud que leurs indices économiques n'étaient pas très intéressants,
les investisseurs qui investissent dans la monnaie se sont départis du dollar américain pour investir dans d'autres devises, et ce qui a fait en sorte que le dollar canadien, lui, s'est apprécié. Donc, la raison pour laquelle ils se sont départis de la monnaie, ben, c'est qu'ils ils éprouvent une incertitude et ne sont pas confiants envers l'économie américaine, ce qui est quand même assez étrange, étant donné que normalement, le dollar américain est une valeur refuge, tout comme l'or, dans des moments d'incertitude économique, comme présentement avec la COVID-19. Au niveau de l'estimation de la production de grains au Québec, ben, on compare souvent le Québec avec l'Ontario. On peut voir qu'au niveau de l'Ontario, on a une production qui reste relativement stable au niveau de la production de maïs. On peut voir un certain recul au niveau du soya. Et on peut voir également que les producteurs ontariens se sont lancés grandement dans la production de blé. On peut voir également le même constat au niveau du Québec, c'est-à-dire que les producteurs ont semé davantage de blé, même des superficies records, avec un rendement relativement élevé selon Statistique Canada, mais ça, on pourra en reparler plus tard là, au niveau des rendements de Statistique Canada. Au niveau de la production de maïs au Québec, on peut voir que là, on est à un niveau relativement généreux, je dirais même correct, à 3,67 millions de tonnes au Québec, et un redressement d'à peu près 100 000 tonnes au niveau de la production de soya, qui nous amène à 1,19 million de tonnes. Et ces données-là nous ont permis d'établir notre offre et de demande de maïs au Québec. Pour 2019-2020, on est revenu avec notre rendement qui a été estimé par Statistique Canada à 8,9, ce qui fait en sorte que ça fait une production d'environ, ben, pas une production, mais une offre globale de 4 millions de tonnes. Au niveau de la demande, et ça, je vous dirais que c'est l'enjeu particulier cette année, c'est qu'on a de la difficulté à évaluer la demande. Donc, on peut voir qu'au niveau des livraisons au plan conjoint, les livraisons sont relativement en retard par rapport à la dernière année, mais aussi surtout par rapport aux dernières années, ce qui fait en sorte qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une diminution de la demande. Pour l'instant, je vous dirais que le CIM, on a estimé une légère baisse au niveau de la demande, et probablement que la baisse de la demande sera plus grande, mais pour l'instant, on reste relativement conservateur avec 3,1 millions de tonnes de maïs consommés au Québec. Au niveau des exportations, on peut voir que les exportations à partir du Québec sont proches du 245 000 tonnes, donc on maintient notre estimation à 245 000, ce qui fait en sorte que les stocks finaux devraient ressembler à 650 000 tonnes. Pour 2020-2021, on a incorporé les nouvelles données de Statistique Canada qui sont parues le 31 août dernier, ce qui fait en sorte qu'on a des superficies récoltées de 358 000 et avec un rendement de 10,2 tonnes à l'hectare. Donc, par la suite, ça fait une production, comme je l'ai dit, de 3,67 millions de tonnes avec des importations qui sont relativement semblables à celles de 2018-2019 et avec une offre globale de 4,4 millions de tonnes. Par contre, là, c'est la demande. Pour l'instant, je vous dirais qu'on maintient le cap avec une consommation intérieure de 3,26 millions de tonnes. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un retour au niveau de la demande en éthanol. On s'attend à ce qu'il y ait une légère diminution au niveau de la demande pour le secteur animal, ce qui fait en sorte qu'on est en dessous de 2018-2019, mais quand même vraiment supérieur à 2019-2020. Évidemment, avec une bonne offre, ben, il faut augmenter les exportations et on s'attend à ce que les exportations soient d'environ 600 000 tonnes. Et par la suite, ce qui fait en sorte que les stocks devraient baisser à 550 000 tonnes au Québec avec un prix moyen, là, une fourchette quand même assez large de 185 jusqu'à 215 $ la tonne pour le maïs au Québec pour une estimation annuelle. Donc, pour l'instant, on peut voir que le prix pour la récolte est d'environ 200 $ la tonne. On peut s'attendre à ce qu'il y ait une pression au niveau là, de la livraison à la récolte, ce qui pourrait nous amener au moins à 185 $ la tonne. Mais on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une très grande baisse au niveau du prix du maïs. Essentiellement aussi, ce qui est à prendre en compte dans cette offre et de demande, c'est qu'une partie du maïs de l'année dernière est probablement de moindre qualité. On le sait, les conditions étaient très difficiles en décembre 2019. Donc, on sait que la qualité est moindre. Donc, on peut s'attendre pour 2020-2021 à ce qu'il y ait un certain, je dirais en mauvais français, un blend qui est fait avec le nouveau maïs pour amener un maïs qui est somme toute là, une moyenne relativement là, bonne. Donc, on peut s'attendre à ce que
une partie du mauvais maïs de l'année dernière passe dans le maïs de 2020-2021. Au niveau des prix à la récolte, on peut voir que essentiellement, ça ressemble beaucoup à l'évolution du contrat à terme à Chicago, c'est-à-dire qu'on a une baisse de décembre jusqu'à mai. Par la suite, une certaine stabilisation. On a vu une remontée à partir de la fin juin, début juillet. Et par la suite, on voit là, que le prix reste relativement stable. Qu'est-ce que ça dit au niveau de la demande locale? Pour ça, il faut analyser le niveau des bases. Et particulièrement la base US, parce que ça enlève l'effet du taux de change. Donc, on peut voir que, je dirais, là, jusqu'à mai, les bases sont restées relativement stables et supérieures à 0$ US le boisseau. Et par la suite, environ à partir du mois de juillet, on a eu un redressement des bases en dollars US et par la suite une certaine baisse. Là. La hausse des bases en dollars US pour le secteur du maïs peut venir du fait qu'au Québec, la plupart des producteurs vendent en prix flat. Et donc, pour les acheteurs, pour attirer les producteurs, des fois, ils maintiennent le prix à un niveau relativement égal, ce qui fait en sorte que si le contrat à terme lui baisse, les bases, elles, doivent augmenter. Et on peut voir également là, une baisse au niveau du dollar canadien, mais c'est de la base en dollars canadiens. Ça, c'est dû au fait là, que notre dollar est de plus en plus fort, ce qui fait en sorte que ça fait une pression sur les bases locales, les bases en dollars canadiens. Au niveau du soya au Québec, on peut voir que essentiellement les bases ont été quand même assez élevées. Et pour analyser la raison d'être, il faut présenter les exportations de soya à partir des ports du Québec. Pourquoi je spécifie du port du Québec? C'est parce que les données qu'on a, c'est les données de Statistique Canada sur les douanes. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est du soya du Québec, mais ça peut être du soya qui peut venir de l'Ontario et qui part du Québec. Mais grosso modo, on peut mettre comme hypothèse que c'est du soya du Québec. Donc, on peut voir que cette année, on est relativement en retard par rapport à l'année dernière. Donc, on voyait la ligne rouge par rapport à la zone en rouge. Donc, ça, c'est le total des exportations. On peut voir qu'on est légèrement en retard. Ça peut être dû au fait qu'on a une production légèrement moindre, mais essentiellement, on peut aussi voir là, que c'est la baisse de la demande asiatique. Là. Donc, on peut voir que l'année dernière, pour 2018-2019, on avait une demande qui venait de la Chine qui était assez importante et qui représentait une bonne majorité des exportations, alors que cette année, la ligne qui est en jaune, on peut voir que les exportations sont restées relativement faibles. Ça peut s'expliquer par deux facteurs. Le premier, c'est le fait que dès janvier, février, voire même mars, il y avait un conflit entre le Canada et la Chine. La Chine a décidé d'arrêter ses importations de canola canadiens. Et ça peut avoir comme incidence que les acheteurs sont devenus plus prudent à exporter des grains en Chine et donc le soya. Par contre, l'Europe, elle, est venue chercher une certaine partie de ce marché-là. Donc, on peut voir là, que pour les récents mois, il y a eu des ventes qui ont été faites, que ce soit au Portugal, en Espagne ou d'autres pays de l'Union européenne. Par contre, on peut voir également que dans d'autres pays, il y a eu d'autres ventes là, qui ont été relativement importantes. Là. Je ne vais pas me faufiler dans les nomenclatures des pays, mais essentiellement, on peut voir que ça a repris, mais on est quand même relativement stable. Donc, ce n'est pas le fait qu'il y a une très grande demande pour l'exportation pour l'instant, qu'on peut constater parce qu'on a juste les données de juin pour l'instant. Au niveau des prix, on peut voir qu'il y a également la même évolution à peu près que les contrats à terme, c'est-à-dire une certaine stabilisation, une baisse de mai à juin et ensuite un redressement avec les achats chinois de soya américain. Et avec une certaine appréciation au niveau du prix local au Québec, est-ce que ça serait dû à une fait qu'il y a une augmentation de l'offre locale, pas une offre, mais excuse, une hausse de la demande locale? Pour ça, il faut analyser les bases US. Et on peut voir que les bases US sont restées relativement fermes depuis le début de la fin de la récolte dernière, donc en décembre 2019. On peut voir que normalement, on s'attend à ce que le marché mette des bases d'environ moins 25 à moins 45 cents US le boisson. On peut voir qu'ils sont restés relativement fortes. Là. Donc, on est surtout resté près du moins 25 cents US et voire même un petit peu plus au-dessus. Mais on peut voir qu'à partir du mois de juin, les bases ont été plus élevées et ont même été au-dessus du 0$ US le boisseau, ce qui fait en sorte que donne comme un signal que l'offre pas l'offre, mais la demande locale pour le soya québécois est relativement forte. Donc, pour l'instant, on n'est pas en mesure d'expliquer le pourquoi. Est-ce que la demande européenne est plus forte? Est-ce que la demande chinoise est revenue? Ça, on ne peut pas le dire, mais on peut constater que
la demande est vraiment plus forte cette année. Donc, essentiellement, qu'est-ce qu'on peut dire? Que les perspectives restent relativement neutres pour le soya et le maïs au Québec, mais surtout incertaines. Pourquoi je dis incertaines? Parce qu'on est dans une période de forte incertitude économique, que ce soit autant au Canada qu'aux États-Unis. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague qui va venir impacter nos marchés? Bien, ça, on ne le sait pas. C'est toujours un danger, une épée de Damoclès qui nous pend au-dessus de la tête. Et effectivement, là, en dernier point, quel est l'impact réel de la COVID-19 sur la demande en grains au Québec? Mais ça, on ne le sait pas à l'heure actuelle. Les données devraient être disponibles, je vous dirais, là, en début octobre. Là. Donc, on va pouvoir vraiment là, dresser un portrait pour 2019-2020, vraiment concluant à la fin octobre. C'est ce qui fait le point pour la présentation. J'espère que cela, j'espère que cela a suscité quelques questions. Si vous voulez nous rejoindre, vous avez mes coordonnées et celles de Ramzy là, au niveau de l'adresse courriel. J'espère que vous avez des questions. Alors, à partir de maintenant, je vous invite, si vous avez des questions, à utiliser l'outil chat qui se trouve en haut à droite de votre écran. Et également, il pourrait y avoir possibilité d'utiliser les micros. Je vous propose la façon suivante. Là. Vous pouvez ouvrir votre micro et attendre là, que je vous indique votre droit de parole, s'il vous plaît. Donc, mais on a déjà des questions sur la boîte de dialogue. Attendez-moi une minute. Donc, il y a M. Cloutier qui demande si on doit conclure qu'il faudra attendre la récolte en Iowa avant de connaître l'impact du déréchaud, là, ce qui peut accroître la volatilité. Et en fait, moi, j'aurais plutôt le conseil inverse. Je vous dirais qu'en ce moment, les marchés surestiment l'impact de la tempête des réchauds et on a constaté que même dans les années dernières, là, quand c'était le temps de diminuer la production dû à des impacts économiques, pas impacts économiques, mais des dommages sur les cultures, on parle de la sécheresse de l'an dernier, là, les dégâts, oui, ont été considérables, mais étaient moins importants que prévu. Donc, je m'attends à ce que l'USDA, lorsqu'ils incorporent les dommages qui sont faits en Iowa, ben, que les marchés soient relativement déçus. Donc, pour ma part, je dirais que le prix actuel reste relativement bon. Je dirais même les bases sont élevées au Québec. Le contrat à terme est quand même bien. Je dirais peut-être un petit peu sous-évalué comparativement au prix du soya parce qu'il y a une certaine relation entre le prix du soya et le prix du maïs. Là, on parle qu'il y a une proportion de 2,4. En ce moment, on est plus à 2,8. Donc, le soya est surestimé par rapport au maïs, mais essentiellement, je vous dirais que le contrat à terme reste satisfaisant et que les bases sont bonnes. Donc, moi, je n'hésiterais pas, là, si j'étais un producteur, à fermer des prix là, pour l'année récolte 2020. Donc, on n'a pas d'autres questions en suspens. En attendant, Étienne, je me permettrais de te demander, à ton avis, quel sera l'impact de l'élection américaine là, sur le marché des grains? Écoute, on est tellement dans un domaine plus spéculatif là, à ce niveau-là. Là, on ne sait tellement pas ce qui va arriver là, en novembre prochain. Est-ce que c'est Biden qui va remporter les élections? Je dirais que je l'espère. Mais est-ce que si Trump remporte, quelle sera la relation entre la Chine et les États-Unis? Je vous dirais que peu importe c'est qui le gagnant, les relations vont rester tendues entre les deux économies. Pourquoi? Parce que la Chine est de plus en plus importante sur la scène internationale et donc les États-Unis qui se voyaient comme la puissance régnante au niveau mondial voient que la Chine cruge de plus en plus sur la scène politique. Là. Donc, les conflits devraient continuer à augmenter. Puis, on peut même l'entendre au niveau que ce soit des républicains ou des démocrates. La Chine est une menace et donc on a de plus en plus revendicateur sur certains aspects, que ce soit les droits de l'homme ou simplement les concessions économiques qui sont faites à la Chine. Donc, je vous dirais que peu importe ce qui va arriver, ça va être dommageable. Par contre, qu'est-ce qui va arriver au niveau des subventions américaines à l'agriculture suite à une réélection de Trump? Ben, je pense que les producteurs vont quand même être subventionnés, ce qui fait en sorte que ça va avoir un impact sur le prix du dollar, pas du prix du dollar, mais sur le prix de la bourse à Chicago. Puis ça risque de nous faire mal à nous. Mais pour l'instant, je dirais là, que je ne m'attends pas à un grand changement aux élections.
Et M. Cloutier se demande comment tu qualifierais l'impact des prix du carburant et du propane là, sur le secteur là, pour 2020. Oh boy, c'est tout, c'est une autre, c'est une très bonne question parce que la demande en carburant a été pas mal impactée par le COVID, la COVID, excusez-moi. Donc, et pour l'instant, je vous dirais qu'on est toujours en période de confinement. On n'est pas en période habituelle. Et je vous dirais qu'avec l'avènement du télétravail, le télétravail est devenu de plus en plus une norme sur l'ensemble des travaux. Je ne pense pas que même avec la fin de la COVID, on revienne à une période, je veux dire, avant COVID. Donc, je pense que la demande en carburant risque d'être pas mal sérieusement impactée et par conséquent, la demande en éthanol également. Donc, est-ce qu'on va revoir la production de l'éthanol à du 1 million, 1 million de barils par jour? Honnêtement, j'y crois très peu, quoique la demande en gel pour les mains va quand même stimuler le secteur de l'éthanol. Hein. On ne peut pas rentrer dans un commerce sans devoir se mettre là, du gel désinfectant, mais ça reste quand même une très faible proportion là, sur l'ensemble du secteur. Et donc, personnellement, je m'attends à ce que la demande en éthanol en souffre de manière permanente là, avec la COVID. Là. Au niveau du maïs là, pour le Québec, est-ce que tu crois que le rendement de 10,2 tonnes à l'hectare tient la route? Écoutez, je pense, c'est sûr que c'est un peu particulier, là, mais honnêtement, je crois que le rendement est très surévalué au niveau de Statistique Canada. Pourquoi? Ben, d'un, on a fait la tournée des champs avec la tournée des grandes cultures avec Renwiz et on a pu constater là, que sans divulgacher les résultats qui vont être dévoilés le 10 septembre, que le rendement va être probablement en dessous du 10,2. Donc, je pense que Statistique Canada a vraiment surévalué. La raison pour laquelle ils l'ont surévalué, c'est que, si je me rappelle bien, l'estimation de l'enquête, ils commencent leur enquête à partir de la fin juillet, début août, et jusqu'à la deuxième semaine d'août. Donc, à ce moment-là, on avait des pluies qui étaient vraiment bénéfiques pour les cultures du maïs. Vraiment, ça est venu sauver la récolte 2020-2021. Mais on peut voir là, que la levée a été inégale. On peut voir que les épis sont relativement inégaux, là, la longueur, le nombre de grains. Donc, je pense que le rendement, lui, va diminuer. Mais pour l'instant, notre exercice d'offre et demande, c'est d'estimer avec les données de Statistique Canada. Donc, pour l'instant, on s'en tient avec les données de Statistique Canada, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait une révision à la baisse du rendement. Par contre, je ne m'attends pas à ce que ça soit fait en septembre. Pourquoi en septembre? Parce que lorsque le Statistique Canada va réviser son estimation des rendements en septembre, il va se baser sur des images satellites. Et les images satellites vont montrer que les champs de maïs sont verts, qu'il y a beaucoup de feuilles. Ça va donner des très bonnes idées qu'il va avoir un beau rendement, mais malheureusement, je ne pense pas que ça va se concrétiser. Et d'après moi, il va falloir attendre à décembre 2020 pour voir vraiment là, un rendement qui devrait être plus près de la réalité. Là. Puis même chose pour le soya, on a des constats relativement semblables pour le soya là, au niveau de la tournée. Merci beaucoup, Étienne. Je crois que nous n'avons plus d'autres questions. Alors, je vous rappelle que le webinaire a été enregistré et c'est ça qui sera mis en ligne là, pour diffusion sur la chaîne YouTube là, des producteurs de grains du Québec. Et je vous remercie tout le monde pour votre participation et je vous souhaite une belle fin de journée.